Salut, on est le 20 avril, on va se faire un petit tour de champ, de culture de printemps et culture d'hiver. J'ai passé quelques temps sans faire de vidéos, j'ai pas fait les montages, j'ai fait les tournages mais pas les montages. Maintenant ça date un peu, il y a moins d'intérêt. C'est pas grave. Donc là on est dans le champ de tournesol. J'essaierai de mettre des aperçus des opérations précédentes. On est dans une parcelle qui était anciennement en bio, qui maintenant passe en ACS. A été compliqué à faire en désherbage mécanique. Les plusieurs hivers humides ont fait que les cultures se sont salies, le champ aussi. Donc pour éviter d'aller dans le mur, on a sorti ça de la partie bio, on l'a passé en ACS. Ça va permettre de la nettoyer, puis elle restera sûrement comme ça. Il y avait beaucoup de chardon et de raie gras dans cette parcelle. Alors, au mois de septembre, fin septembre, je suis venu soumettre un couvert de seigle, févrole, pois à vesse, après avoir mis la parcelle à plat au déchômeur à disque. Ensuite, il n'y a rien eu de fait jusqu'au mois de février. Il y avait une grande, derrière moi ici, partout, là, il y avait une grande présence de raie gras. Je l'ai laissé s'exprimer, parce que souvent, quand une plante pousse, une adventice, il y a une raison. Alors oui, il y a du stock semencier, mais quand une plante s'exprime, il y a toujours une raison. Pour ceux que ça intéresse, il y a on trouve pas mal de vidéos et de documentation là-dessus. Il y a Gérard Ducerf qui a fait le fascicule des levées de dormance des plantes, par exemple. Donc ici, j'ai laissé s'exprimer ces différentes adventices, sans les laisser monter à graines, bien sûr. Fin février, début mars, je suis venu épandre du compost de déchets verts. J'ai fait un GIFO. Et ensuite, je suis venu broyer tout ça pour mettre ras la végétation, pour ensuite passer un premier passage de strip till. J'essaie de mettre des vidéos et photos. Après fin mars, début avril, je suis venu passer un deuxième passage de strip till pour finir d'affiner. On a eu une vingtaine de millimètres et je suis venu semer dans la semaine qui a suivi. Et après, on a eu cette grande période de sec que tout le monde a eu. Heureusement, le strip till était assez rappuyé, donc ça a tenu la fraîcheur. Je suis venu semer à 4-5 cm pour que quasiment tous les pieds soient dans le frais. Il y avait quand même quelques-uns qui étaient dans le sec. Je ne suis pas encore pleinement habitué à l'utilisation de cet outil, du strip till. Et chose rare ici, j'ai roulé juste derrière le semis. Et voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Pour le tournesol, toujours culture compliquée qui nous fait enrager au moment de la lever. C'est-à-dire au moment où ça lève, comme tout le monde, il y a toutes les misères du monde qui lui arrivent dessus. Surtout les oiseaux. Limace, il y en a eu un peu, il y a eu des attaques sur les pieds qui sont sortis en second. On a eu une centaine de millimètres là sur les 15 derniers jours. Donc le temps était très très humide. Les pieds qui étaient déjà sortis, pas de souci de limace. C'est ceux qui sont sortis un peu après, qui ont été un peu plus attaqués. Mais c'est surtout les oiseaux, quoi. On a des canons à gaz, on est obligé. D'ailleurs, là, je suis venu le vérifier. Je l'avais retiré et les pieds qui sortaient un peu après, je suis revenu. Il y avait encore des pigeons en train de les arracher. Donc, qu'est-ce que ça donne? Travail au strip till. Donc, l'interrang est là. Donc, il n'a pas été retouché. On va regarder un peu la structure avec la fourche. Le strip till, il prépare des bandes d'à peu près cette largeur-là. Et après, la terre sur le côté, c'est simplement qu'elle est projetée. C'est-à-dire, de chaque côté de l'appareil, il y a des disques gaufrés qui roulent sur le sol pour canaliser le flux de terre pour pas que ça sorte. Mais en fait, ils sont plus, même réglés au moins large, ils sont bien plus larges que la dent. Donc en fait, ça projette un peu de terre sur les côtés. Donc en apparence, ça fait une vingtaine de centimètres. Mais dans la réalité, en fait, c'est gratté que juste là. Et même pas, ouais, on a à peu près ça de gratter. Je suis passé avec une dent à peu près à une douzaine de centimètres et 12-15. Si on travaille moins profond, ça fait une ligne creuse en fait. Donc on peut pas descendre moins profond. Le premier passage, je n'ai pas mis les roues squelettes, enfin j'ai mis aucune pression pour pas trop affiner parce qu'ici on est en dominante de limon et sable. Donc faire de la terre fine, c'est pas un souci, c'est plutôt l'excès de terre fine qui est un souci. Voilà. Et au deuxième passage,
pour finir d'affiner. Là j'ai mis plus de pression dans les roues squelettes. Donc en tournesol, ça nous donne ça. Donc là, densité de semis 75 000. Alors c'est à 75 l'interrang, c'est pas du tout idéal pour du tournesol, surtout en petit potentiel. Ici, ça fait 3 ans que les étés sont très secs, on est entre 17 et 19 quintaux, pas plus. Les étés d'avant où on a eu plus de pluie, on était plutôt autour, j'ai fait une année à 30-32 et une autre année à 25. Mais là, les 3 dernières années, c'est pas jojo. J'en ai pas grand d'ailleurs cette année pour le coup, vu que tous les colzas ont été réussis. Variété, je suis parti sur de l'Expressen. Il y a un autre champ où c'est très chargé en chardon, donc là je utilise le tournesol plutôt comme culture nettoyante. Alors c'est pas parfait, il y a des trous. De toute façon on le voit quand on regarde de travers comme ça, c'est loin d'être parfait. Faut que j'améliore la technique. Donc qu'est-ce que ça donne? Sur l'interrang, donc on a des résidus, c'est pas touché. Et la vie du sol est affleurante. C'est-à-dire là, on gratte juste à la main, on tombe déjà sur les vers de terre. Ils ont à manger, donc en fait les vers de terre et autres du sol restent à l'endroit où il y a à manger. Donc on va regarder la structure entre les deux. Alors là, il n'y a pas d'antécédent de plusieurs années d'ACS qu'on verra dans les autres parcelles parce que c'est tout nouveau. Hein. Mais ce qu'on voit, je suis venu désherber avant-hier, je crois. Et j'ai un champ qui est fait en TCS, une petite parcelle à un endroit, je suis sorti, j'avais de la terre sur les roues, ça collait, je suis passé. Là, l'avantage, c'est que même si on s'est pris énormément de pluie, on peut y passer n'importe quand, il n'y a pas de souci. Enfin, ça nous donne ça, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de structuration encore, on verra par rapport à un champ de blé. Bon, là c'est encore très frais parce que ça a arrêté de pleuvoir hier on a encore eu ou avant-hier on a encore eu de la pluie, ou hier je sais plus, 5 mm. Donc on voit que la vie du sol est là, il y a du boulot, il n'y a pas de perforation vraiment, il n'y a pas de radicelle sur cet interrang, il n'y a pas encore, il n'y avait que celle du couvert, donc faut faire du temps. Et si on regarde, hop. Donc là, on est sur la ligne de strip-till. On voit que la terre se tient déjà moins, hein, les premiers centimètres. Donc avec des gros orages, alors on a eu de la chance, les 100 mm qu'on a eu ont été doux. C'est-à-dire on sait pas des gros, c'est pas des amas d'eau de 20-30 mm en quelques minutes, c'était des pluies régulières pendant 2 semaines. Donc sur la structure du sol, ça n'a pas été trop néfaste. On aurait eu des gros orages, ça aurait été quand même beaucoup moins sympa pour la ligne de semis. Mais on voit que déjà, ça se tient moins. Alors sur la motte qu'on soulevait, ici, même les premiers centimètres, ils se tiennent naturellement. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la structure là. De toute façon, il faut du temps. Je suis pas un grand fan du tournesol, personnellement. Je le fais au niveau rotation. Je me force à avoir une culture de printemps dans la rotation pour casser les cycles, ainsi de suite. Mais c'est pas. Ça fait des grands interrangs qui sont pas explorés. Idéalement, ça serait de mettre une autre culture, un relais ou un couvert sur l'interrang, mais et voilà. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la culture ici. En fertilisation, ça a quasiment tout été apporté dans la ligne de semis au moment du strip-till. 14-48 et azote liquide et polysulfate en plein. Et normalement, je suis pas sûr de repasser faire de la fertie. C'était des champs en bio là ici, avec beaucoup de fientes de poules mis régulièrement. Donc normalement les sols sont quand même
assez riche. Il y a eu beaucoup de fientes, plus du compost régulier, découvert. Donc normalement pour du tournesol, j'ai fait le désherbage là. La prochaine intervention, soit je repasse pour un deuxième désherbage, ou sinon rien du tout. Bon voilà, on va passer à la culture suivante. Donc là je suis rendu parcelle de colza. J'essaie de toujours vous emmener dans la même pour les vidéos, pour faire un suivi. Et c'est celle qui a l'antécédent le plus long en non-travail du sol, qui est dans les premières parcelles que j'ai eues en m'installant. Et donc il y avait eu du travail du sol que la première année pour remettre à plat. Et depuis, je n'ai jamais fait rien d'autre que semer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah si, ce que j'ai oublié de dire, j'ai une petite baisse de morale pour le colza il y a quelques semaines. Les floraisons étaient bien parties, très jolies, pas de dégâts d'insectes, rien, pas de méligettes. Et on a eu 2 matinées à -5 sur les fleurs. Alors au début je me suis dit, oh, peut-être pas trop d'impact. Et en fait, si, ça a eu beaucoup d'impact. On a perdu beaucoup au niveau de la hampe florale principale. Ça fait beaucoup de dégâts, je vais vous montrer ce que ça donne. Il manque beaucoup de silique. Alors, je ne suis pas un grand habitué du colza, on m'a dit t'inquiète pas, ça peut compenser fort le colza. Et principalement avec le PMC. Donc sur le coup, ça m'a fait quand même un peu chier, quoi. Et là, on va voir, il s'est très bien refait. Il y avait eu un traitement à la floraison, un fongi. C'était Pictor plus... donc le traitement fongique, c'était Pictor à 0,25, Prosaro 0,35 et avec, il y avait Oligo, MG, S, Bor et sous forme aussi légèrement d'azote. Tout ça en toute petite dose, mais qui vient en nutrition foliaire pour aider. Je suis passé faire ça, j'ai fait ça la nuit. Cette année, j'ai un partenariat avec 3 apiculteurs, donc j'avais à peu près un peu plus de 60 ruches aux alentours des champs de colza. Donc je leur ai expliqué un peu ma façon de travailler, ils ont beaucoup aimé. Je leur ai expliqué que tous les traitements qui allaient se passer, ils seraient également très tard le soir ou très tôt le matin. Donc là, j'avais commencé vers 21 h à peu près, j'ai fini à 2 h du matin pour faire tous les colzas. Donc il y a eu ce passage, ce fongi là qui a été fait. Et ensuite, depuis, il y a quand même des charançons qui sont arrivés. Je m'étais posé la question d'intérêt de faire un T2 ou pas, et où il fallait faire un insecticide. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu différents travaux, et surtout les conditions étaient exécrables là, depuis les 20 derniers jours. Et donc au final, je n'ai rien fait d'autre. J'ai pas fait d'autres insecticides, pas d'autres fongies. Par rapport au prix du colza qui est assez porteur en ce moment, il aurait peut-être fallu, mais j'ai peur de faire quand même pas mal de casse. Je ne suis pas équipé d'enjambeurs. Et il y a quand même des foyers, on dit souvent que les charançons, les pucerons cendrés, n'aiment pas la pluie. On a eu plus de 100 mm là, et on voit qu'ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. Voilà. Bon, on va voir la gueule que ça a. C'est pas le plus vilain, je vous l'accorde. Il fait en hauteur, il doit faire à peu près 1,80 m là. J'essaie d'y aller. Ça va passer dans le passage. Alors, ce qui m'embête là, c'est toutes ces petites colonies qu'on a un peu partout. Là. On a des pucerons un peu partout. La floraison, on voit que ça a cramé tous les hauts. Sur les hampes, c'est loin d'être parfait, quoi. Si par exemple je casse la hampe ici, eh bien, on voit qu'il manque beaucoup de monde. Alors, le tout était d'estimer si ça allait compenser ou pas.
Et il a l'air d'être parti il y a pas mal. C'est moins pire que ce que je croyais. C'est dommage, alors, ça fait toujours mal au cœur parce qu'il était quand même très bien parti, c'était tous très jolis. Bon là ils sont pas vilains par rapport à certains bassins de production où ils ont beaucoup plus de problèmes d'insectes. Ici là on est comme relativement épargné. Donc au niveau rendement prévisionnel, j'ai aucune idée, mais vous voyez par exemple là, on reprend la rampe là, il n'y a rien sur celle-là. En plus il y a des pucerons. Globalement on va voir dessous, c'est relativement propre. On va regarder la structure aussi. J'ai essayé de trouver un endroit où c'est un peu moins développé pour essayer de rentrer dans le champ. Dessous, il y a une belle structure. Bon là, la vie du sol a quasiment tout mangé. Hein. Une fois que les colzas seront battus, toutes les pailles seront mises au sol avec l'air sa paille. Ça viendra alimenter tout ça. Alors, on va regarder. Mettre un coup de fourche. C'est pas facile à traduire en vidéo, mais on voit que la terre se tient en fait. Il y a toutes ces radicelles. Quand on arrache, c'est comme si on arrachait un peu une petite moquette ou tout se tient très bien. Là, c'est un blé qui sera à suivre, normalement, après le colza. Et je vais être serein, on voit que y a rien. Ça va venir semer. Il n'y a aucune raison que le semis se passe mal. Surtout que là, le but derrière un colza, comme ça, ça va être de venir remettre les chaumes haras pour favoriser la prédation des rapaces avec une herse à paille. Donc on va attendre après la moisson quelques semaines, parce qu'au début, les cannes sont tendres, mais après, elles deviennent très cassantes. Donc je vais venir passer un coup de herse à paille, ça va tout mettre à ras et ça fait que les rapaces pourront venir descendre beaucoup plus facilement dans les chaumes pour chasser les mulots, pour éviter que les populations de mulots grandissent avec les années d'ACS, parce que c'est un des problèmes qui peut apparaître, c'est-à-dire on règle certains soucis au niveau agronomique peut-être, mais on s'en crée par la prolifération des mulots. Si on laisse les chaumes hauts de manière constante, ça fait que les rapaces ont du mal à venir. Donc systématiquement, je mets les chaumes à ras. Habituellement, je faisais ça au girobroyeur, mais c'est un peu long et c'est un peu dommage. Donc là, j'ai investi dans une herse à paille pour venir faire ça. Donc ça va venir faire un petit mulch en surface. Et après, on va gentiment venir laisser toutes les repousses de colza se mettre en place. Et ça sera le couvert en fait, avant le blé suivant. Et la boucle sera bouclée par rapport à la vidéo que j'ai fait sur le semis de blé dans repousse de colza. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va aller faire un tour dans le blé maintenant. Donc on est rendu dans le champ de blé, donc dans une parcelle qui en a CS depuis 4 ans je crois. Donc pareil, première année, un travail du sol pour mettre à plat. Depuis, il n'y a rien eu d'autre. Et puis voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Donc
Donc historiquement, c'est une parcelle vraiment humide, où en haut, il y avait de l'eau qui dormait en haut. Là, partout en bas, il y a de l'eau qui a dormi l'hiver. Assez bien refaite avec les années, je vois que l'eau percole beaucoup plus vite. Je suis passé faire une intervention fongique ces derniers jours. Les blés étaient relativement sains, donc on va revenir un peu en arrière. Comme pas mal de départements en France, février, mars, avril a été très sec, très peu de précipitations. Les blés tiraient vraiment la gueule. Pour le coup, pas de problème de maladie. Et à peu près 3 semaines, 2-3 semaines, on s'est pris un coup à 20 mm, ce qui était déjà très bien par rapport, j'ai des collègues qui n'ont pas eu ça. Le blé se trouvait à stade DFE, donc j'ai fait une petite protection fongique à 40% de la dose avec nutrition foliaire en même temps. Et donc là aujourd'hui maintenant on est à Piézon, chute des étamines. Avec la pluie, avec le temps humide, j'ai préféré passer à 0,4 de Prosaro avec encore nutrition foliaire en même temps pour donner un peu de relais à la protection fongique des feuilles et en même temps protéger les pieds. Et protection fusariose, alors dans la limite de l'efficacité, parce qu'apparemment même fait dans les meilleures conditions, l'efficacité ne dépassera jamais 50%. Voilà. En termes d'auteur, ça nous donne ça. Pas de régulateur. Les collègues m'ont dit les régulateurs, à part réguler ton rendement, ça ne sert pas grand chose. C'est des blés qui ont vu entre 160 et 180 unités d'azote, soufre, magnésie, potasse. Voilà. C'était fait en 2 apports. En ACS, on nous apprend et on l'observe d'ailleurs très tôt. Il faut faire les apports le plus tôt possible. Et après, je ne fais pas de 3e apport par exemple. Tout a été apporté en 2 fois, en février et mars. Et ça a permis vraiment de passer les périodes de sec mieux. Je l'ai vu, il y avait 1 ou 2 parcelles où les apports avaient été faits un peu en décalé et on voit que le sec avait beaucoup plus marqué. Voilà, donc il faut se forcer. Psychologiquement, c'est pas si évident de ça, de passer beaucoup avec tôt. Mais en fait, c'est payant. Voilà, donc là on va regarder un peu les blés, ce que ça donne. Alors je suis très mauvais pour estimer le rendement. On n'est pas dans une zone avec des potentiels pharaoniques. Si ça fait 60 quintaux dans le secteur où je suis, ça sera bien, 60, entre 60. L'année dernière, ça tournait entre 45 et 50. C'était assez mauvais pour tout le monde. L'année d'avant, qui était une année exceptionnelle, des parcelles du secteur ici, on fait un peu plus de 70. Donc on va dire sur une moyenne 60-65. Le but, ça sera déjà bien. Le but, c'est d'améliorer. C'est des champs qui reviennent vraiment de loin. Et historiquement, ils n'avaient pas de fumure de fond. Il y avait beaucoup de paille d'exporter. Donc, il faut qu'ils remontent la pente tout doucement. Donc, ce serait de placer la barre trop haut. On a des taches de physio, là, le sec et le gel, là, apparemment. J'ai pas vu beaucoup de dégâts de gel pour l'instant. Alors je suis pas très bon pour reconnaître. J'avais quelques épis, on voit qu'ils étaient gelés un peu en haut ou en bas, mais c'est vraiment pas. Il y en a vraiment très très peu. C'était ma crainte à l'époque. Les épis ont quand même pas l'air très 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 gros. J'ai pas pris le temps de faire de comptage encore. Il faudrait. Mais bon, on verra bien. De toute façon, en moyenne, quand je fais mes ventes, le colza par exemple, je vends 10 quintaux hectares avant moisson. Blé, je dois être plutôt à entre 15 et 20 quintaux hectares déjà vendus. Voilà. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau structure dessous. En ensalissement, on voit que c'est très propre, il n'y a quasiment rien. J'ai 1 ou 2 champs où il y a quelques gaillets qui ont apparu suite au colza. Après colza, parce que je désherbe, je fais qu'un seul désherbage dans les colza. C'est suffisant. Hop, on va regarder ça. Donc là, on s'est pris un peu plus de 110 mm maintenant, 110. Ça a plu encore hier ou avant-hier et on voit qu'on peut aller dans les champs.
ça pose aucun souci. On observe un peu comme on a pu voir dans le colza, ces premiers centimètres là qui se transforment un peu, j'appelle ça un peu de la moquette ou je sais pas trop comment appeler ça, mais tout se tient, ça fait comme des petites semoules qui restent. Et j'imagine qu'avec les années, on doit voir chasser les plus anciens, ça se retrouve de plus en plus profondément. Et on voit bien que si on vient passer un outil, le premier outil de travail du sol qu'on va venir passer, il va venir casser cette petite moquette, quoi. On voit qu'il y a des présences de racines, de radicelles vraiment partout. Donc ici c'est toujours comme pour le colza, hein, c'est des limons sableux, donc des sols qui sont comme sensibles à l'érosion. Si on laisse le sol nu avec des orages, on voit facilement de l'eau emmener de la terre. Ça fait de la battance. Là on n'est pas trop mal. Bon, là on voit que ça va se revenir se reperforer avec le retour de la chaleur. Il y a encore à manger, on voit que les vers de terre sont là en surface. Développement de mousse, vous verrez ça souvent chez les gars qui travaillent plus le sol. En fait, il y a une légère acidité de surface qui apparaît. Alors peut-être que c'est lié aux engrais azotés qui sont eux un peu acides, mais ça, faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Ça n'a aucun impact. Bon voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le blé. Logiquement maintenant, la prochaine intervention, ça sera la moisson. Post-moisson, après la moisson, comment ça va se passer? Après, il y aura un passage de herse à paille pour étaler les pailles, casser les chaumes, toujours dans un souci de favoriser la prédation des mulots. Et après, il y aura... Alors ici, il y avait du colza l'année dernière, donc c'est-à-dire que là, ici, soit il y aura un couvert d'été, derrière les blés, il y aura soit un couvert d'été de sorgho, tournesol avec autres, soit je voudrais essayer de faire du lupin associé, du millet, pas du millet, du lin. Donc cette parcelle-là aura sûrement une culture nouvelle, on va dire. Le but aujourd'hui, je veux réduire un peu la surface en tournesol. C'est vraiment... Ça pose... c'est pas... Voilà, je veux garder cette quatrième culture dans la rotation, c'est-à-dire faire blé, colza, blé, culture de printemps ou légumineuse ou autre. Donc j'ai du févrole, pois, vesse pour mes couverts. Je veux faire entrer le lin, donc je disais, le lin d'hiver, oléagineux. Je veux faire rentrer le lupin et c'est en associé. On a des terres ici naturellement acides à silice, donc on est dans le berceau pour faire du lupin. Les autres pratéagineux, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Allez, à la prochaine, salut.
Bon, on approche, je vais attaquer la dernière parcelle avant d'aller me coucher. Protection de l'épi. Et pour allonger un peu la protection des dernières feuilles. Donc là on est sur un Prosaro à 0,4 avec un peu d'Epsotop. Voilà, la rosée, donc là on a 0 vent. La rosée est bien présente. On va faire ça. Deuxième passage de Striptease. On est à 9 km/h. On est N39 et 1448 dans la ligne. J'ai mis 2 tuyaux différents, un qui coule dans le rang et l'autre qui coule sur le rang pour éviter une trop grosse concentration. Voilà, le deuxième rendu est pas mal. Là, je donne un peu plus de pression dans les roues squelettes. Et puis voilà, ça se passe pas mal. C'est un couvert Févrole Poivès Seigle qui a été broyé avec du compost de déchets verts et un glypho parce qu'il y avait du régras. Et donc là, on passe le deuxième coup. Ils annoncent du temps froid, donc on va attendre. Et dès que ça se réchauffe, on va pouvoir venir semer le tournesol. Et je viendrai semer en désherbant sur la ligne et non en plein avec le pulvé. Donc ça me fera que je vais partir que sur un tiers de la dose maximum. Ça va être frais mais pas plus que ça, donc je préfère mettre un peu plus profond. Et une fois n'est pas coutume, on va venir rouler le semis. J'ai réglé à 70 000 en densité. D'habitude je sème un peu trop, mais là on voit, regarde par exemple, c'est limite hein, quand même je trouve.